Pour Thomas Miller, l'immeuble en briques de la 43e rue avait toujours été une sorte de sanctuaire. Après 23 ans de mariage et 18 ans passés dans l'appartement 3B, les murs lui semblaient être une prolongation de lui-même, familier, confortable, immuable. À 52 ans, Thomas s'était installé dans les rythmes prévisibles de la cinquantaine, son travail d'ingénieur mécanicien principal chez Davison Manufacturing, ses parties de poker du jeudi soir, les barbecues du week-end pendant l'été, et les soirées tranquilles avec Rebecca, sa femme depuis 2 décennies. Rebecca enseignait en CM1 à l'école Lincoln, située à 6 pâtés de maison. Ils n'avaient pas d'enfants, une décision mutuelle prise au début de leur mariage après plusieurs tentatives infructueuses et des cœurs brisés. Au lieu de cela, ils avaient construit leur vie autour de l'autre, de leur petit cercle d'amis et de l'existence modeste mais confortable qu'ils avaient créée ensemble. L'immeuble lui-même était une construction d'avant-guerre avec seulement 8 appartements, 2 appartements à chaque étage. Les Miller avaient eu une distribution tournante de voisins dans le 3A au fil des ans, de jeunes couples qui ont fini par déménager en banlieue, un professeur retraité décédé, et plus récemment, James Harrington, qui avait emménagé il y a 18 mois. James était différent de leurs précédents voisins. Au début de la quarantaine, il dégageait l'assurance facile d'un homme à l'aise dans sa peau. Il était cadre commercial pour une entreprise pharmaceutique, ce qui signifiait qu'il voyageait fréquemment, mais qu'il vivait bien. Thomas avait initialement accueilli James dans l'immeuble, l'aidant à rentrer quelques meubles et lui suggérant les meilleurs endroits pour les plats à emporter du coin. Rebecca avait préparé son fameux pain à la banane comme cadeau de bienvenue. Il a l'air sympa, avait-elle commenté après leur première présentation. C'est bien d'avoir à nouveau quelqu'un de correct à côté. Thomas avait acquiescé, sans trop y penser sur le moment. Au cours des mois qui ont suivi, James est devenu un ami occasionnel. Ils prenaient parfois une bière ensemble sur la petite terrasse commune sur le toit de l'immeuble. Thomas appréciait les récits de voyage de James, et James semblait sincèrement intéressé par l'expertise de Thomas en ingénierie mécanique. Lorsque Rebecca se joignait à eux, la conversation était fluide, James faisant preuve de son charme et de son attention habituelle. « Vous deux, vous êtes ce que le mariage devrait être », avait commenté James un soir. Toujours heureux d'être ensemble après toutes ces années. Thomas avait souri à cela, et avait pris la main de Rebecca. Elle avait souri elle aussi, mais maintenant, avec le recul, il se demandait s'il n'y avait pas une certaine hésitation dans ce sourire. Le mercredi où tout a basculé avait commencé comme les autres. Thomas était allé travailler, avait assisté à la réunion hebdomadaire de gestion de projet et avait quitté le bureau à 17h30. Il s'était arrêté chez Marconi's Deli pour acheter le sandwich italien que Rebecca adorait et une petite surprise de milieu de semaine qu'il lui rapportait parfois. Il était de bonne humeur en montant les escaliers jusqu'au 3e étage. Le vieil ascenseur de l'immeuble était hors service depuis 2 semaines, une histoire de pièces qui devait être commandée sur mesure et le concierge s'était excusé, mais s'était montré incapable d'accélérer la réparation. Thomas, avec son esprit d'ingénieur, avait envisagé de proposer de jeter un coup d'œil lui-même, mais avait finalement décidé que ce n'était pas la peine de prendre le risque. En arrivant au palier du 3e étage, il remarqua quelque chose d'inhabituel. La porte de l'appartement de James, le 3, était légèrement entr'ouverte, calée avec ce qui semblait être une chaussure. Thomas s'arrêta, son sac de sandwich à la main, se demandant s'il devait vérifier si tout allait bien. Avant qu'il ne puisse se décider, il entendit un juron étouffé venant de l'appartement de James. « Mince alors !» C'était la voix de James, qui sonnait frustrée. « Tout le mécanisme est bloqué. » Thomas hésita, puis appela « James ? Tout va bien là-dedans ?» Il y eut un moment de silence, puis James apparut à la porte, l'air un peu ébouriffé. Il portait un pantalon de ville et une chemise déboutonnée, ses cheveux en bataille. « Thomas. Dieu merci, c'est toi. J'ai un sérieux problème ici. La serrure de la porte est complètement bloquée. Je n'arrive pas à la fermer correctement, et j'ai un vol matinal demain matin. » Thomas posa son sac près de la porte de son propre appartement. « Laisse-moi jeter un coup d'œil. C'est peut-être quelque chose de simple. » James recula, permettant à Thomas d'examiner la porte. Le mécanisme du verrou était en effet bloqué, le loquet métallique étant déployé et immobile. On dirait que le mécanisme interne à ressort a lâché, observa Thomas, essayant de manipuler la serrure. Ça arrive avec ces vieux modèles. Il faudra demander au concierge de le remplacer. C'est le problème, dit James en passant une main dans ses cheveux. Je l'ai déjà appelé, et il ne peut pas venir avant vendredi. Je ne peux pas laisser mon appartement ouvert pendant 2 jours pendant que je suis en voyage d'affaires.
Thomas se redressa. C'est une situation délicate. Peut-être que tu pourrais. Je me demandais, interrompit James, si je ne pourrais pas passer par ton appartement pour sortir? Nos échelles de secours sont reliées, non? Je pourrais passer par ma fenêtre, descendre et sortir par l'entrée principale. Au moins, je pourrais fermer ma porte à clé de l'intérieur avant de partir. La requête semblait suffisamment raisonnable. Bien sûr, c'est logique. Laisse-moi juste déposer ce repas à Rebecca et je t'aiderai. Tu me sauves la vie, dit James, un soulagement visible sur son visage. Je vais chercher ma valise et j'arrive. Thomas hocha la tête et ramassa son sac de charcuterie, ouvrant la porte de son propre appartement. En entrant, il lança « Rebecca ? Chérie, c'est moi. Je t'ai rapporté ton plat préféré de chez Marconi. » L'appartement était silencieux. Thomas posa la nourriture sur le comptoir de la cuisine et fronça les sourcils. La voiture de Rebecca était garée à sa place habituelle devant l'immeuble, donc elle devrait être là. Peut-être qu'elle était sous la douche ou qu'elle était sortie un instant au coin de la rue. Beck, appela-t-il de nouveau, en se dirigeant vers la chambre. La porte de la chambre était partiellement fermée, ce qui était inhabituel pour leur routine. Thomas la poussa et le monde tel qu'il le connaissait se brisa en un instant. Rebecca était là, sur leur lit conjugal de 23 ans enlacé dans les draps avec James Harrington. Sa blouse était déboutonnée, ses cheveux ébouriffés autour de son visage rougeau. James était torse nu, son corps figé alors qu'il tentait d'attraper ses vêtements jetés au sol. Pendant un moment, ils restèrent tous les trois dans un tableau de choc et d'horreur. Thomas avait l'impression d'être entré dans le cauchemar de quelqu'un d'autre. Son cerveau refusait de traiter ce que ses yeux voyaient. Thomas, haleta Rebecca, serrant le drap contre sa poitrine. Son visage se vida de toutes couleurs, ses yeux s'écarquillèrent de panique. James se leva rapidement, cherchant sa chemise. « Thomas, je peux expliquer. » Mais Thomas ne pouvait pas les entendre. Un sifflement aigu lui remplissait les oreilles, noyant leur voix. Il se sentait pris de vertige, nauséeux, comme si le sol sous ses pieds s'inclinait brusquement. Le sandwich de charcuterie. La serrure. Le plan d'évasion par l'échelle de secours. Tout s'emboîta avec une clarté nauséabonde. Il n'y avait jamais eu de serrure cassée. C'était une improvisation désespérée quand James avait entendu Thomas monter les escaliers. Sans un mot, Thomas recula hors de la pièce. Il se déplaçait comme sous l'eau, chaque pas nécessitant un effort immense. Derrière lui, il entendait Rebecca l'appeler, sa voix se brisant de désespoir. Il réussit à atteindre le salon avant que ses jambes ne le lâchent, et il s'effondra sur le canapé, fixant d'un regard vide le mur où leur photo de mariage était accrochée dans un cadre en argent. Rebecca apparut dans l'encadrement de la porte, habillée à la hâte, le visage strié de larmes. « Thomas, s'il te plaît, » commença-t-elle, la voix tremblante. « Ce n'est pas ce que tu crois. » Thomas finit par retrouver sa voix, bien qu'il ne la reconnaisse pas comme la sienne. Elle était creuse, distante. « Pas ce que je crois? Tu es dans notre lit avec le voisin, et ce n'est pas ce que je crois. » C'est arrivé comme ça, dit-elle, l'absurdité de cette affirmation planant entre eux. On ne voulait pas. Depuis combien de temps, interrompit Thomas, ne la regardant toujours pas. Rebecca garda le silence. Depuis. Combien de temps? Les mots sortaient comme des pierres individuelles jetées dans une eau calme. 6 mois, murmura-t-elle finalement. 6 mois. Une demi-année de mensonges. De James qui venait prendre un verre sur la terrasse sur le toit. De Rebecca qui souriait à Thomas à travers la table du dîner, lui demandant comment s'était passée sa journée tout en cachant ce secret. 6 mois de Thomas vivant dans une ignorance totale, un imbécile dans sa propre maison. James apparut derrière Rebecca, entièrement habillé maintenant, le visage cendré. « Thomas, je suis tellement désolé. Tout est de ma faute. Je l'ai courtisé, j'ai... » Sors. La voix de Thomas était d'un calme mortel. « S'il te plaît, laisse-moi. Dégage. » Le rugissement jaillit de la gorge de Thomas, surprenant Rebecca et James. Thomas se leva, tout son corps tremblant. « Sors de chez moi. Maintenant. » James hésita, regarda Rebecca, puis hocha la tête une fois et se dirigea vers la porte. Avant de partir, il se retourna. « Pour ce que ça vaut, je suis vraiment désolé. » La porte claqua derrière lui,
laissant Thomas et Rebecca seuls dans les décombres de leur mariage. « Pourquoi ?» demanda simplement Thomas, regardant enfin sa femme directement. Rebecca s'effondra sur une chaise, le visage dans ses mains. « Je ne sais pas. J'étais seul, je crois. Tu as été si distant ces dernières années, tellement absorbé par ton travail. » « Distant ?» répéta Thomas incrédule. « Nous sommes mariés depuis 23 ans. Nous dînons ensemble tous les soirs. Nous allons au cinéma un week-end sur 2. Comment est-ce distant ? Être physiquement présent n'est pas la même chose qu'être émotionnellement présent, Thomas, dit Rebecca, une pointe de défi se glissant dans sa voix. À quand remonte la dernière fois où nous avons vraiment parlé ? De rêve, de peur, de quelque chose de significatif ? À quand remonte la dernière fois que tu m'as vraiment regardé comme tu le faisais quand nous étions jeunes ? Thomas sentit une vague de colère l'envahir. Alors c'est de ma faute ? Je ne t'ai pas accordé assez d'attention et tu as décidé de coucher avec ton voisin. Rebecca tressaillit face à ce langage dur, si différent du ton mesuré habituel de Thomas. Non, ce n'est pas ce que je dis. J'ai commis une terrible erreur. J'en assume la responsabilité. Une erreur ? Thomas laissa échapper un rire amer. Une erreur, c'est oublier de payer la facture d'électricité ou faire brûler le dîner. Ce n'était pas une erreur, Rebecca. C'était un choix. Un choix que tu as fait à chaque fois que tu étais avec lui. La vérité de ces mots flottait entre eux, pesante. Les épaules de Rebecca s'affaissèrent, vaincue. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? demanda-t-elle doucement. Thomas se détourna, incapable de la regarder plus longtemps. Je ne sais pas. Mais je ne peux pas rester ici maintenant. Je ne peux pas te regarder. Il se dirigea vers le placard, en sortit un sac de voyage et commença machinalement à y ranger quelques affaires indispensables. Rebecca le regardait, les larmes ruisselant sur son visage. « Où vas-tu aller ?» demanda-t-elle. « Est-ce que ça a de l'importance ?» répondit Thomas froidement. « Tu es passé à autre chose, visiblement. » Il ferma le sac à glissière, attrapa son portefeuille et ses clés et se dirigea vers la porte. Alors qu'il tendait la main vers la poignée, Rebecca reprit la parole une dernière fois. « Thomas, s'il te plaît. Il faut qu'on en parle. 23 ans, on ne peut pas jeter ça comme ça. » Thomas s'arrêta, le dos tourné. « Tu l'as déjà fait ?» dit-il doucement. Puis il sortit, refermant la porte derrière lui avec un claquement sec. Dans le couloir, il hésita. À sa droite se trouvait l'escalier qui descendait, à sa gauche, l'appartement de James avec sa serrure soi-disant cassée. Pendant un instant, il envisagea de tambouriner à la porte de James, de le confronter de nouveau, peut-être même d'en venir aux mains. Mais qu'est-ce que cela apporterait ? Au lieu de cela, il tourna à droite et descendit les escaliers, chaque marche lui donnant l'impression que son cœur était broyé sous le poids de la trahison. Dehors, l'air du début de soirée était frais sur son visage. Thomas se tenait sur le trottoir, un sac de voyage à la main, sans la moindre idée d'où aller ni de quoi faire. Toute sa vie venait de s'effondrer, et il dérivait au milieu des décombres. Il se mit à marcher, sans destination précise. Au fond de sa poitrine, le choc initial se calcifiait déjà en quelque chose de plus sombre et de plus dangereux, un œuf froid et dur de rage et d'humiliation qui ne se dissoudrait pas facilement. Les 3 premiers jours après la découverte furent un brouillard de nuit blanche dans une chambre d'hôtel impersonnelle. Thomas se mit en arrêt maladie, incapable d'affronter ses collègues, refusant de répondre aux inévitables « tout va bien » avec les mensonges polis qu'exigeait la société. Rien n'allait. Plus rien n'irait jamais. Son téléphone vibrait constamment avec des textos et des appels de Rebecca. Il n'en lisait aucun, ne répondait à aucun. Que pouvait-elle bien dire qui puisse changer quoi que ce soit ? Chaque mot de sa part serait entaché, chaque explication inadéquate. Elle avait détruit 23 ans de confiance en un seul instant. Le 4e jour, Thomas retourna à leur appartement alors qu'il savait que Rebecca était au travail. Il avait besoin de plus de vêtements, de son ordinateur portable et de quelques effets personnels. L'appartement lui paraissait désormais étranger, contaminé. Il s'y déplaçait comme un fantôme, ne touchant à rien qu'il n'avait pas absolument besoin d'emporter. Dans la chambre, il ne put se résoudre à regarder le lit. Il prit des vêtements dans sa commode avec une efficacité mécanique. Au moment de partir, son regard se posa sur la photo encadrée sur la table de chevet de Rebecca eux deux lors de leur voyage pour leur 20e anniversaire dans le Maine, les bras l'un autour de l'autre, souriant largement devant un décor de côte rocheuse. Sans réfléchir,
il renversa le cadre, face contre terre. Il était à mi-chemin de la porte quand il s'arrêta, se retourna et reprit le cadre. Avec des gestes délibérés, il retira la photo, la déchira en deux et laissa les morceaux sur son oreiller. Un geste puéril, peut-être, mais qui lui procura une brève lueur de satisfaction amère. De retour à l'hôtel, Thomas ouvrit enfin son ordinateur portable et découvrit un courriel de Rebecca, envoyé la veille. Astérisque Thomas, astérisque. Astérisque je sais que tu ne veux pas entendre parler de moi pour le moment, et je comprends. Ce que j'ai fait est impardonnable. Je t'ai fait souffrir de la pire des manières, et je le regretterai toute ma vie, astérisque. Astérisque j'ai déménagé. Je suis chez ma sœur pour le moment. L'appartement est à toi si tu veux rentrer. Je m'arrangerai pour récupérer mes affaires quand tu me diras que c'est d'accord, astérisque. Astérisque je ne m'attends pas à être pardonné, mais j'espère qu'un jour tu accepteras de parler. 23 ans mérite au moins une conversation, astérisque. Astérisque je suis tellement désolé, astérisque. Astérisque Rebecca astérisque. Thomas lut le courriel 3 fois, cherchant quelque chose ou n'importe quoi qui puisse donner un sens à ce qui s'était passé. Il n'y avait rien. Juste de plates excuses qui ne changeaient rien. Il ferma l'ordinateur portable et se laissa tomber sur le lit d'hôtel, fixant le plafond. La trahison avait pris des caractéristiques physiques, une pression constante dans sa poitrine, un goût métallique dans sa bouche, un tremblement perpétuel dans ses mains. Le sommeil, quand il venait, était rempli d'images de Rebecca et James ensemble, se moquant de lui, raillant son ignorance. La semaine qui suivit fut une descente progressive dans un paysage émotionnel sombre et inconnu. Thomas retourna à l'appartement mais n'y trouva aucun réconfort. Il errait de pièce en pièce comme un étranger, voyant partout les preuves de leur vie commune, les tasses à café dépareillées rapportées de divers voyages, le plaid que Rebecca avait tricoté un hiver, la pile de livres qu'ils lisaient tous les deux, lentement, chacun de son côté. Il essaya de reprendre le travail, mais il était incapable de se concentrer. Ses collègues étaient inquiets et tournaient autour de lui sur la pointe des pieds, comme s'il était en cristal. Son patron lui suggéra de prendre plus de temps libre. Peu importe ce que tu traverses, Tom, règle ça. On a besoin de toi à 100%. Thomas acquiesça, acceptant le congé supplémentaire sans plus d'explication. Que pouvait-il dire? Ma femme couche avec notre voisin depuis 6 mois, et je les ai surpris dans notre lit. L'humiliation était trop forte pour être supportée. Il rentra chez lui et se versa un scotch, puis un autre. L'alcool émoussait les angles vifs de sa douleur, mais ne traitait pas son cœur. Au crépuscule, Thomas se retrouva debout devant la fenêtre qui donnait sur la rue, regardant les habitants rentrer du travail. Son regard se fixa sur une silhouette familière, James, qui rentrait chez lui, mallette à la main. Thomas regarda James entrer dans l'immeuble, l'imaginant monter les escaliers, ouvrir sa porte, cette porte dont la serrure prétendument cassée avait été le prétexte fallacieux de sa découverte. Combien de fois James était-il venu dans son appartement pendant que Thomas était au travail? Combien de fois avait-il ri de son aveuglement? Cette pensée était comme de l'acide, brûlant les dernières digues que Thomas avait érigées face à ses émotions. Il reposa son verre avec une telle force qu'il se brisa, lui coupant la paume. Le sang dégoulina sur le parquet, mais Thomas remarqua à peine la douleur. Quelque chose en lui avait fini par craquer. Pour la première fois depuis sa découverte, Thomas ressentit une clarté d'intention traverser le brouillard de son désespoir. L'humiliation, la trahison, la destruction de sa vie, rien de tout cela ne pouvait être effacé, mais cela pouvait être vengé. James et Rebecca lui avaient tout pris. Maintenant, ils allaient payer. Le saignement s'était arrêté quand Thomas rouvrit son ordinateur portable. Cette fois, il ne vérifiait pas ses emails. Il faisait des recherches. Ce qui avait commencé comme une vague impulsion de vengeance se cristallisait rapidement en quelque chose de plus concret, de plus méthodique. L'esprit d'ingénieur de Thomas, formé pour résoudre des problèmes complexes, était désormais entièrement concentré sur un nouveau projet, faire souffrir James Harrington et Rebecca Miller autant qu'il souffrait lui-même. Pendant les jours qui suivirent, Thomas mit en place une routine. Le jour, il donnait l'impression de guérir, il retourna au travail, répondait quand on lui parlait, réussissait même quelques sourires convaincants quand c'était nécessaire. La nuit, il élaborait son plan. Il apprit que James était revenu de son voyage d'affaires et qu'il vivait à nouveau au 3A. Il découvrit, grâce à une observation attentive, que la routine quotidienne de James était prévisible, départ pour le travail à 7h30, retour vers 18h15,
sauf le mardi où il dînait avec des clients et rentrait plus tard. Thomas suivait également Rebecca via les réseaux sociaux. Elle séjournait bel et bien chez sa sœur à Oakwood, à 24 km de là. Ses publications s'étaient brutalement arrêtées après la découverte, plus de nouvelles joyeuses de sa classe de CM1 ou de photos d'activités du week-end. Sa photo de profil, autrefois un selfie souriant, était désormais un paysage générique. Quant à la relation de James et Rebecca après la découverte, Thomas ne pouvait que spéculer. Se voyaient-ils encore? La révélation de leur liaison avait-elle changé sa nature? Il se surprenait à imaginer, de manière obsessionnelle, des scénarios tous plus douloureux les uns que les autres. Le point de rupture survint 3 semaines après la découverte. Thomas était à l'épicerie quand il les vit, Rebecca et James, faisant leurs courses ensemble, les têtes penchées l'une vers l'autre et discutant au rayon des légumes. Ils ne le virent pas, et il se cacha derrière un présentoir avant qu'ils ne le puissent. La banalité de la scène le frappa comme un coup de poing. Alors que lui fonctionnait à peine, ils continuaient leur vie ensemble, choisissant des légumes comme s'ils n'avaient détruit personne au passage. Thomas abandonna son chariot et quitta le magasin, le cœur battant la chamade. Quand il atteignit son appartement, les derniers vestiges de sa retenue s'étaient désintégrés. Il passa la nuit à finaliser méticuleusement son plan, un plan qui garantirait qu'il ressente au moins une fraction de la dévastation psychologique qu'il lui avait infligée. Thomas commença par une reconnaissance. En tant qu'ingénieur, il savait qu'une exécution réussie nécessitait une planification rigoureuse et une attention aux détails. Il avait besoin de comprendre les habitudes, l'emploi du temps et les vulnérabilités de James. La disposition de l'immeuble jouait en faveur de Thomas. Le mur mitoyen entre les appartements 3A et 3B était suffisamment mince pour que les voix portent si on tendait l'oreille. Thomas plaça un verre contre le mur et colla son oreille dessus, une vieille astuce qui fonctionnait étonnamment bien. Pendant plusieurs soirées, il recueillit des informations cruciales. James prévoyait un autre voyage d'affaires la semaine suivante, 3 jours à Chicago pour un congrès pharmaceutique. Il devait partir mardi matin et revenir vendredi soir. Ce serait la fenêtre d'opportunité de Thomas. Ensuite, Thomas avait besoin d'accéder à l'appartement de James. La serrure n'était plus cassée, mais Thomas avait un autre atout dans sa manche. Des années auparavant, dans un geste de bon voisinage, Rebecca et lui avaient donné à l'ancien locataire du 3 un double de leurs clés, et vice-versa, en cas d'urgence. Lorsque ce locataire avait déménagé, aucune des 2 clés n'avait été rendue. Thomas avait oublié cette histoire jusqu'à présent, mais une fouille dans le tiroir du bureau de Rebecca, elle avait toujours été la plus ordonnée, avait permis de retrouver la clé du 3, jamais rendue, jamais mentionnée à James. Avec le timing et l'accès assuré, Thomas s'est tourné vers la composante psychologique de son. Grâce au haut-parleur directionnel installé dans la chambre, il projeta un son, un soupir de femme, léger, à peine audible, mais suffisamment distinct pour être perçu dans le silence de la nuit. À travers la caméra, Thomas vit James se redresser dans son lit, ayant manifestement entendu quelque chose. Rebecca, à côté de lui, semblait dormir. James regarda autour de lui, perplexe, puis se recoucha. 20 minutes plus tard, Thomas projeta un autre son, un murmure, Thomas, dans ce qui aurait pu être la voix de Rebecca. Cette fois, James et Rebecca réagirent. Elle se redressa, posant une question que Thomas ne put entendre. James secoua la tête, l'air perturbé. Tout au long de la nuit, Thomas continua son manège, des sons inexplicables, des murmures, des craquements. De petites perturbations, chacune venant renforcer le malaise créé par la précédente. Au matin, James et Rebecca semblaient tous deux fatigués et à cran. Le samedi se déroula selon le plan de Thomas. Les sons mystérieux continuaient à des intervalles imprévisibles. De plus, Thomas avait programmé le système pour qu'il baisse la température dans certaines zones de l'appartement, créant des zones de froid qui se déplaçaient d'une pièce à l'autre. Les effets devinrent apparents au fil de la journée. À travers les caméras, Thomas observa James et Rebecca se disputer, gesticuler dans le vide, vérifier les fenêtres et les portes. Ils étaient clairement troublés par ces phénomènes inexplicables. Le point de bascule survint samedi soir. Rebecca, cherchant un livre à lire, trouva son propre marque-page dans la bibliothèque de James. Sa réaction fut immédiate, de la confusion, puis de la suspicion. Elle confronta James, qui sembla véritablement déconcerté. Leur dispute s'envenima. Plus tard dans la nuit, James découvrit le rouge à lèvres sous le lit. Thomas observa James l'examiner, puis s'approcher de Rebecca avec une rage à peine contenue. Le langage corporel de Rebecca exprimait une indignation défensive.
Ils se disputaient à propos de ces objets, chacun soupçonnant l'autre d'une forme de manipulation ou de tromperie. Le dimanche matin, l'atmosphère dans l'appartement 3 avait complètement changé. L'intimité paisible que Thomas avait observée vendredi soir avait été remplacée par un silence pesant et des regards suspicieux. Lorsque Rebecca trouva sa boucle d'oreille dans les coussins du canapé, la fragile confiance entre eux se brisa définitivement. Thomas les regarda tourner l'un autour de l'autre comme des adversaires se jaugeant, chacun convaincu que l'autre jouait à un jeu psychologique incompréhensible. Les murmures et les zones de froid continuaient, ajoutant à leur détresse. Le dimanche après-midi, Rebecca fit sa valise et partit, claquant la porte derrière elle. Thomas éprouva une froide satisfaction en observant James seul dans son appartement, visiblement agité, vérifiant et revérifiant les pièces, sursautant au moindre bruit. Les graines du doute et de la peur avaient été semées avec succès. La phase finale était prévue pour dimanche soir. Thomas avait programmé le système pour projeter sa propre voix à 2 heures du matin, murmurant une seule phrase, « Tu m'as tout pris. Maintenant, c'est moi qui te prends tout. » À 1h58, Thomas se positionna dans le couloir devant son appartement, attendant. À 2 heures précises, il entendit le cri d'alarme de James à travers le mur. Quelques secondes plus tard, la porte de James s'ouvrit brutalement et il trébucha dans le couloir, les yeux hagards et décoiffés. James se figea en voyant Thomas se tenant calmement devant sa propre porte. « Du mal à dormir, James ?» demanda Thomas, d'un ton neutre. James le fixa, la compréhension se faisant lentement jour sur son visage. « C'est toi, dit-il d'une voix rauque. C'est toi qui fais ça. Comment ? Thomas sourit légèrement. Vous seriez surpris de ce qu'un ingénieur motivé peut accomplir. C'est de la folie, dit James, sa voix s'élevant. Tu nous as espionnés ? Tu as planté des trucs ? Tu as fait des bruits ? Tu te rends compte à quel point c'est dingue ? Presque aussi dingue que de coucher avec la femme de son voisin, répondit Thomas, d'un ton égal. Presque aussi dingue que de ruiner un mariage de 23 ans parce qu'on n'a pas pu tenir sa braguette fermée. James passa une main dans ses cheveux, visiblement en difficulté pour assimiler la situation. Écoute, ce qui s'est passé avec Rebecca et moi, c'était une erreur, je l'admets. Mais ça, c'est malsain. Vraiment ? Thomas fit un pas de plus. Rebecca et toi, vous m'avez tout pris, mon mariage, ma confiance, ma tranquillité d'esprit. Je vous ai simplement rendu l'appareil. Ça fait quoi, James, d'avoir quelque chose de précieux empoisonné de l'intérieur ? De remettre en question tout ce que tu pensais savoir ? Le visage de James se durcit. J'appelle la police. Vas-y, dit Thomas en haussant les épaules. Explique-leur comment tu as été traumatisé par des bruits étranges et des boucles d'oreilles qui apparaissent mystérieusement. Explique ta liaison avec ma femme pendant que tu y es. Il marqua une pause. Ou alors, tu peux juste accepter qu'on les quitte maintenant et passer à autre chose. Les deux hommes se tenaient dans le couloir, le poids du mois passé pesant entre eux. Finalement, James prit la parole, d'une voix basse et vaincue. C'est fini entre Rebecca et moi. C'est fini depuis ce week-end. Tu es content maintenant ? Thomas y réfléchit. Cette nouvelle aurait dû lui apporter de la joie, ou au moins de la satisfaction. Au lieu de cela, il se sentait vide. Content ? Non, James. Je ne suis pas content. Je ne serai plus jamais heureux. Mais pour la première fois depuis que je vous ai surpris avec ma femme, je peux respirer. C'est suffisant pour l'instant. Sur ce, Thomas se retourna et rentra dans son appartement, refermant la porte derrière lui d'un coup sec. À l'intérieur, il s'effondra sur le canapé, soudain épuisé. Son téléphone affichait les flux vidéo de l'appartement de James arpentant la pièce, passant des appels, cherchant frénétiquement les caméras et les haut-parleurs cachés. Thomas regarda un moment, puis ferma l'application et la supprima de son téléphone. La vengeance qu'il avait si méticuleusement planifiée et exécutée était accomplie. Elle avait fonctionné exactement comme prévu, la relation de James et Rebecca était détruite, tout comme ils avaient détruit son mariage. Pourtant, la victoire avait un goût de cendre dans sa bouche. Dans les jours qui suivirent, Thomas désactiva à distance son système de surveillance. Les caméras et les haut-parleurs finiraient par être découverts par James, mais ils seraient alors inactifs, de simples carcasses de l'arme psychologique qu'ils avaient formée. Thomas n'avait aucun intérêt à continuer d'observer la vie de James. L'expérience était terminée, les données collectées. Au travail, ses collègues notèrent une amélioration dans l'attitude de Thomas.
Il était toujours taciturne, toujours sérieux, mais le regard hanté dans ses yeux avait quelque peu diminué. Il se concentra sur ses projets avec une intensité renouvelée, restant tard le soir la plupart du temps. Le bureau devint une sorte de sanctuaire, un lieu où les problèmes complexes avaient des solutions logiques, où la cause et l'effet fonctionnaient selon des principes prévisibles. 2 semaines après la vengeance, Thomas reçut un courriel de Rebecca. Thomas. Je ne sais pas si tu lis ces courriels, mais je dois te dire que James et moi ne sommes plus ensemble. Ça s'est mal terminé. Je ne vais pas t'accabler avec les détails. Je veux que tu saches que je n'ai jamais cessé de t'aimer. Ce qui s'est passé avec James n'était pas de l'amour, c'était un besoin de se sentir vu, désiré, à nouveau valorisé. Je sais que cela n'excuse rien. Je sais que je t'ai perdu à jamais. Je vais déposer une demande de divorce la semaine prochaine. Je ferai en sorte que ce soit le moins douloureux possible. Tu mérites au moins ça. Prends soin de toi. Rebecca. Thomas lut le courriel plusieurs fois, cherchant le moindre indice que Rebecca soupçonnait son implication dans la rupture. Il n'y en avait aucun. Il sentit une brève lueur de triomphe, mais elle s'estompa rapidement dans le rayonnement de fond de son chagrin. Cette nuit-là, pour la première fois depuis la découverte, Thomas s'autorisa à ressentir pleinement l'ampleur de sa perte. Pas seulement la perte de son mariage ou de sa femme, mais la perte de l'avenir qu'ils avaient planifié ensemble, de la vieillesse confortable qu'ils avaient envisagée, de toute une vie de souvenirs partagés, de blagues internes et d'une compréhension tacite qui avait été irrévocablement brisée. Il pleura alors, seul dans l'appartement qui ne ressemblait plus à un chez-soi, pour tout ce qui avait été et tout ce qui ne serait jamais. Les larmes ne vinrent pas dans un déferlement cathartique, mais dans un flux lent et constant, comme si son corps ne pouvait traiter qu'une quantité limitée de chagrin à la fois. Lorsque les larmes cessèrent enfin, Thomas se sentit vidé, creux, mais en quelque sorte plus léger. La rage qui avait alimenté sa vengeance minutieuse s'était consumée, laissant derrière elle une étrange clarté tranquille. Le lendemain matin, Thomas appela un agent immobilier. L'appartement, avec ses souvenirs à la fois chéris et empoisonnés, devait être vendu. Il ne pouvait pas guérir dans un espace si profondément contaminé par la trahison et la vengeance. Alors que le printemps laissait place à l'été, Thomas entama le processus de reconstruction de sa vie. Il trouva une petite maison dans un quartier différent, loin de l'immeuble d'appartements en briques de la 43e rue. Il adopta un chien du refuge local, un croisé retriever d'âge moyen avec des yeux pleins d'âme qui semblait comprendre quelque chose à la perte. Le divorce se déroula comme Rebecca l'avait promis, simplement, sans contestation. Ils communiquèrent par l'intermédiaire d'avocats, sans jamais se voir en personne. Thomas apprit qu'elle avait accepté un poste d'enseignante dans un autre État, une rupture nette pour eux deux. Un soir chaud de juillet, Thomas promenait son chien dans le parc lorsqu'il aperçut une silhouette familière assise sur un banc plus loin, James Harrington. Le premier réflexe de Thomas fut de détourner le regard, d'éviter complètement cette rencontre. Mais quelque chose le poussa à continuer, le chien trottant docilement à ses côtés. James leva les yeux à leur approche, et on put lire sur son visage la reconnaissance, puis la méfiance. Il se leva, comme s'il se préparait à partir. James, reconnut Thomas avec un léger signe de tête. Thomas, répondit James avec prudence. Je ne savais pas que tu venais dans ce parc. J'ai emménagé dans le quartier récemment. Un silence gêné s'installa entre eux, uniquement rempli par le bruit des enfants jouant non loin et le halètement du chien de Thomas. Je sais que c'était toi, finit par dire James d'une voix basse. Les bruits, les objets qui apparaissaient dans mon appartement, les chuchotements. J'ai fini par trouver un des haut-parleurs. Thomas ne le nia pas, et rien. C'est fini. On est tous brisés maintenant. James semblait fatigué, vieilli en quelque sorte. Pour ce que ça vaut, je suis vraiment désolé de ce qu'on t'a fait. Thomas y réfléchit, puis hocha lentement la tête. Je crois que c'est le cas. Je suis désolé, moi aussi, pas pour ce que j'ai fait, mais pour ce que nous sommes tous devenus à travers ça. Cet aveu le surprit autant qu'il sembla surprendre James. À cet instant, Thomas réalisa que sa vengeance élaborée, bien que satisfaisante sur le moment, n'avait fondamentalement rien changé. La trahison demeurait. Le mariage était toujours détruit. La douleur, bien qu'atténuée, persistait. Rebecca a quitté la ville, dit James après un moment. Je sais. Est-ce que tu vas bien? La question semblait sincère, bien que maladroite. Thomas baissa les yeux sur son chien, qui le regardait avec une patience infinie. Non, répondit-il honnêtement.
Mais je pense que ça pourrait être le cas, un jour. Ils se séparèrent sans autre conversation, deux hommes liés à jamais par une série de choix destructeurs, avançant dans des directions opposées le long du sentier du parc. Ce soir-là, Thomas était assis sur la véranda de sa nouvelle maison, regardant les étoiles apparaître dans le ciel d'été. Pour la première fois depuis des mois, il ressentit quelque chose qui ressemblait à la paix, pas le bonheur, pas l'achèvement, mais une acceptation tranquille de ce qui s'était passé et de ce qui pourrait encore être possible. Son téléphone vibra avec un message texte d'un collègue, l'invitant à un pique-nique départemental ce week-end. 6 mois plus tôt, il aurait décliné, préférant passer ce temps avec Rebecca. Maintenant, il tapa une réponse simple, « J'en serai ». Ce n'était pas grand-chose, juste un petit pas vers ce qui allait suivre. Mais alors que Thomas levait les yeux vers le vaste ciel nocturne, il se permit de ressentir quelque chose qui ressemblait à l'espoir, fragile et incertain, mais néanmoins présent. Dans les mois qui suivirent, Thomas établit une nouvelle routine. Il se jeta à corps perdu dans son travail, obtenant une promotion qui lui apporta à la fois de plus grandes responsabilités et un salaire plus élevé. Les week-ends étaient consacrés à la rénovation de sa petite maison, la transformant pièce par pièce en un espace qui ne reflétait que ses goûts, ses préférences. Le chien, qu'il avait nommé Darwin, devint son compagnon constant. Thomas fit un effort conscient pour renouer avec de vieux amis qui avaient été délaissés pendant son mariage. Certaines de ces reconnexions furent réussies, d'autres furent maladroites, le fossé des années trop large pour être comblé facilement. Il rejoignit un atelier communautaire où des ingénieurs amateurs se réunissaient pour construire toutes sortes de choses, des trains miniatures aux petits robots. Là, parmi des gens qui parlaient son langage de schéma et de mécanique, Thomas trouva une certaine forme d'appartenance. Le divorce fut prononcé en octobre, 9 mois après la découverte. Thomas signa les papiers sans émotion, la dissolution juridique ne faisant que formaliser ce qui avait cessé émotionnellement depuis longtemps. Rebecca lui envoya un dernier courriel. Thomas. Le divorce est officiel maintenant. J'ai demandé à mon avocat d'être aussi juste que possible avec le règlement. Je veux que tu aies les comptes de retraite que nous avons constitués ensemble, ça me semble juste. Je me suis installé en Arizona maintenant, j'enseigne en CM2. C'est différent ici, mais c'est peut-être ce dont j'avais besoin. Un nouveau départ complet. Je pense encore à toi tous les jours. À ce que j'ai gâché. À la question de savoir s'il y avait un moyen de réparer ce qui était brisé entre nous avant que nous en arrivions là. Je ne sais pas s'il y a des réponses à ces questions. J'espère que tu retrouveras le bonheur un jour. Tu le mérites plus que quiconque que j'ai jamais connu. Au revoir. Rebecca. Thomas lut le courriel plusieurs fois, surpris par sa propre réaction. Pour la première fois, il ressentit une lueur de compassion pour Rebecca, pas un pardon, à proprement parler, mais la reconnaissance qu'elle aussi naviguait dans les décombres de leur vie commune. Il ferma le courriel sans répondre et emmena Darwin faire une longue promenade, pensant à la personne qu'il avait été et à la personne qu'il devenait. Alors que l'hiver s'installait sur la ville, Thomas reçut une visite inattendue. Il ouvrit sa porte un samedi matin et trouva James Harrington debout sur sa véranda, les mains enfoncées dans les poches d'un manteau hors de prix. James, dit Thomas, sincèrement surpris. Qu'est-ce que tu fais là? James se trémoussa, mal à l'aise. Je déménage. J'ai été muté au bureau de la côte ouest. Je pars la semaine prochaine. Thomas attendit, incertain de la raison pour laquelle cette information justifiait une visite personnelle. Je devais te parler avant de partir, continua James. À propos de ce qui s'est passé. De tout. Thomas hésita, puis recula, ouvrant plus largement la porte. Entre. Ils s'assirent dans le salon de Thomas, 2 tasses de café entre eux. Darwin observait James avec méfiance depuis son panier dans le coin. Bel endroit, commenta James, regardant autour de lui les rénovations à moitié terminées. Ça avance, répondit Thomas. De quoi voulais-tu parler? James prit une profonde inspiration. Ce que tu as fait, avec la surveillance, les murmures, les objets, ça m'a fait très mal. J'ai eu du mal à dormir pendant des mois. J'ai commencé à voir un thérapeute. Thomas acquiesça, mais ne dit rien. Le truc, c'est, continua James, que le thérapeute m'a aidé à voir que ce que je t'ai fait était tout aussi calculé. Tout aussi cruel. J'ai courtisé ta femme en sachant qu'elle était mariée. Je me suis lié d'amitié avec toi pour avoir accès à elle. J'ai menti à ton visage d'innombrables fois. Il fit une pause. D'une certaine manière, ce que tu as fait,
c'est juste me renvoyer l'image de ce que j'avais déjà fait. Thomas ne s'attendait pas à ça. Je ne suis pas venu chercher l'absolution ici, si c'est ce que tu crois. Non, James secoua la tête. Je ne cherche pas le pardon. Je voulais juste que tu saches que je comprends maintenant. Et que je suis désolé, pas seulement pour cette liaison, mais pour la trahison de confiance. Pour t'avoir fait remettre en question tout ce que tu pensais savoir de ta vie. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, le poids de leur histoire commune emplissant l'espace entre eux. « Entends-tu encore Rebecca » demanda finalement Thomas. « Non » répondit James. « Plus depuis qu'elle a quitté la ville. Ce qu'on avait, ce n'était pas réel. Ça ne pouvait pas survivre à la lumière du jour. » Il hésita. « Et toi ? » Juste des papiers de divorce. Elle est en Arizona maintenant. James acquiesça. « Tu vas bien ? Vraiment ? » Thomas considéra sérieusement la question. « Il y a des jours meilleurs que d'autres. La colère est presque passée, ce qui aide. »« C'est bien, » dit James. « La colère est corrosive. » « Oui, » acquiesça Thomas, repensant à ces semaines sombres où la rage l'avait consumé, le poussant à élaborer des plans complexes de guerre psychologique. Elle l'est. Ils terminèrent leur café dans un silence qui n'était pas exactement confortable, mais plus du tout hostile. Alors que James s'apprêtait à partir, il se tourna vers Thomas une dernière fois. « Pour ce que ça vaut, je pense que tu vas t'en sortir. Tu es plus fort que ce que ni l'un ni l'autre ne pensions. » Après le départ de James, Thomas resta debout à la fenêtre, le regardant marcher vers sa voiture. Une pensée inattendue lui vint à l'esprit, dans une autre vie, dans d'autres circonstances, James et lui auraient pu être de véritables amis. Il y avait eu une vraie connexion entre eux, avant qu'elle ne soit empoisonnée par la trahison. Ce soir-là, pour la première fois depuis près d'1 an, Thomas ouvrit la boîte de photos qu'il avait rangée après son départ de l'appartement. Des images de sa vie avec Rebecca, des fêtes, des vacances, des moments ordinaires figés dans le temps. Il les tria lentement, s'autorisant à se souvenir du bon sans être immédiatement submergé par la façon dont cela s'était terminé. Lorsqu'il tomba sur leurs photos de mariage, il l'étudia longuement. Ils étaient si jeunes, si pleins d'espoir et de certitude. Il traça le visage de Rebecca avec son doigt, se demandant quel chemin l'avait menée de cette mariée joyeuse à la femme qui avait si complètement brisé leurs vœux. Thomas replaça la photo dans la boîte, mais ne la ferma pas. Au lieu de cela, il la mit de côté, n'ayant plus besoin de garder ses souvenirs scellés. Il faisait partie de lui, de son histoire le bon comme le mauvais. Alors qu'il se préparait à se coucher ce soir-là, Thomas pensa à James qui traversait le pays pour prendre un nouveau départ. À Rebecca qui enseignait en Arizona, construisant une nouvelle vie. À ses propres pas hésitant vers ce qui allait suivre. La trahison ferait toujours partie de lui, une faille traversant son histoire personnelle, la divisant en avant et après. Mais pour la première fois depuis ce mercredi fatidique où il avait découvert sa femme avec un autre homme, Thomas pouvait envisager un avenir qui ne soit pas uniquement défini par ce moment-là. Épilogue, 2 ans plus tard. Le centre communautaire était en pleine effervescence, des enfants courant entre les différentes expositions de la foire aux sciences tandis que leurs parents essayaient de suivre. Thomas se frayait un chemin dans la foule, vérifiant l'état de l'exposition de robots que son groupe d'atelier avait aidé les collégiens à créer. « Monsieur Miller !» Un garçon d'environ 12 ans fit un signe enthousiaste. « On a réussi. Le bras peut attraper la balle maintenant. » Thomas sourit et se dirigea vers l'exposition. « Montre-moi ça, Charlie. » Le bras robotique, construit à partir de matériaux provenant de l'atelier de Thomas, se vida à la vie, s'étendant vers une petite balle, la saisissant et la soulevant avec succès. Les enfants ont applaudi, se tapant dans la main. « Excellent travail, » dit Thomas, sincèrement impressionné. Les ajustements du code ont vraiment fait la différence. Pendant que les enfants présentaient leur projet au juge qui passait, Thomas recula, observant avec une satisfaction tranquille. Son implication dans le programme scientifique communautaire avait commencé comme une simple opportunité de bénévolat, un moyen d'occuper les heures creuses du week-end. C'était devenu quelque chose de plus, une véritable passion pour l'épanouissement des jeunes esprits d'ingénieurs. « C'est un robot très impressionnant, » dit une voix à côté de lui. Thomas se tourna vers une femme d'environ son âge qui regardait la démonstration. Elle avait des yeux marrons chaleureux et des cheveux courts striés d'argent. « Merci, » répondit-il. « Bien que le mérite revienne aux étudiants. Je n'ai fait que fournir quelques conseils. »« Ne vous sous-estimez pas, » dit-elle avec un sourire. « J'enseigne les sciences au collège depuis 20 ans.
Je sais combien de conseils ces projets nécessitent. Elle tendit la main. Elena Diaz. Je viens du collège Westside. Thomas Miller, répondit-il en lui serrant la main. Bénévole à l'atelier communautaire. Ils bavardèrent facilement en se promenant dans la foire aux sciences, comparant les notes sur les expositions et partageant des histoires d'échecs spectaculaires d'étudiants qui étaient devenus des opportunités d'apprentissage inattendues. Elena avait de vastes connaissances et une passion pour l'enseignement des sciences, avec un humour pince sans rire que Thomas appréciait. « Est-ce que ça te dirait d'aller prendre un café ?» s'entendit demander Thomas alors que la foire touchait à sa fin. « Il y a un endroit sympa au coin de la rue. » Elena parut surprise, mais ravie. « Avec plaisir. » Autour d'un café, leur conversation dépassa le cadre de l'enseignement des sciences. Elena était divorcée, avait 2 grands-enfants à l'université et s'était récemment mise à l'escalade, un hobby complètement dingue pour une femme de mon âge, mais j'adore ça. Thomas lui parla de son travail d'ingénieur, des travaux qu'il faisait chez lui et de Darwin. Un amoureux des chiens, nota Elena avec approbation. C'est un point en votre faveur. J'ai besoin de points, demanda Thomas, esquissant un sourire. Tout le monde a besoin de points, répondit-elle sérieusement, bien que ses yeux pétillaient. La vie est un système de notation complexe qu'on ne comprend vraiment qu'à la fin de la partie. Thomas éclata de rire, un rire sincère et spontané qui le surprit par sa facilité. Je vais peut-être devoir te piquer cette phrase. Serre-toi, dit Elena. Tu n'oublieras pas de me citer dans les notes de bas de page. Alors qu'ils s'apprêtaient à partir, échangeant leur numéro de téléphone et évoquant l'idée de se revoir, Thomas sentit une angoisse familière le tenailler. La perspective de quelque chose de nouveau, quelque chose qui pourrait conduire à la vulnérabilité, à une éventuelle blessure le rebutait après tout ce qu'il avait vécu. Elena sembla percevoir son hésitation. Juste un café, dit-elle doucement. Sans pression. Une étape à la fois. Thomas hocha la tête, reconnaissant de sa compréhension. Ce soir-là, assis sur son porche avec Darwin à ses pieds, Thomas repensa à la journée. Aux élèves et à leurs robots. À Elena, avec ses cheveux poivre et sel et son regard perspicace. À la possibilité de recommencer. Son téléphone vibra, signalant un message. Il baissa les yeux et vit qu'il venait d'Elena. Les élèves de Westside préparent déjà leur revanche pour la foire de l'année prochaine. Tes petits génies des robots ont intérêt à assurer. Thomas sourit, tapant une réponse. Défi accepté. Mais je dois te prévenir, on envisage d'ajouter des lasers. Sa réponse arriva rapidement. Les lasers, c'est tellement dépassé. On pense à l'intrication quantique. Thomas éclata de rire, ce qui incita Darwin à lever les yeux vers lui avec curiosité. Ces échanges spontanés, la simple joie de communiquer avec une personne nouvelle, lui donnait la sensation d'une porte qui s'ouvrait sur une pièce qu'il avait cru condamnée à jamais. La trahison ferait toujours partie de son histoire. Les cicatrices de l'infidélité de Rebecca et sa propre réaction sombre ne s'effaceraient jamais complètement. Mais assis là dans le crépuscule naissant, son téléphone à la main, une douce brise portant le parfum de son jardin qu'il venait de planter, Thomas reconnut que ces cicatrices n'étaient devenues qu'un chapitre d'un récit plus long. Il ne savait pas ce qui pourrait se passer avec Elena aussi quoi que ce soit devait arriver. Il ne savait pas quel défi ou quelle joie les années à venir lui apporteraient. Mais pour la première fois depuis très longtemps, Thomas Miller était curieux de le découvrir. Alors que la nuit tombait sur sa petite maison, Thomas envoya un dernier message à Elena. L'intrication quantique, c'est impressionnant, mais est-ce que tes élèves pourront l'expliquer au juge sans utiliser l'expression « action effrayante à distance » Sa réponse le fit sourire. C'est ce qui en fait un défi, Thomas. Dors bien. À bientôt. Thomas rangea son téléphone et se laissa aller sur sa chaise, regardant les étoiles. Demain apporterait du travail, des responsabilités, peut-être des moments de tristesse ou de regrets persistants. Mais il apporterait aussi des possibilités de connexion, de but, de guérison. Et pour l'instant, c'était suffisant.